Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Théo Pezel, je suis interne, membre du Collège des cardiologues en formation, le groupe jeune de la SFC. Et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019 avec le professeur Ariel Cohen. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'une entité importante, particulière, qui est de plus en plus discutée, celle des anomalies du septum interauriculaire. Une première question d'abord, en échographie, quelle est la bonne technique, comment bien procéder pour étudier ce septum interauriculaire? Alors d'abord, il faut se souvenir que dans les AVC cryptogéniques, il y a donc une proportion liée à cette anomalie de la cloison interauriculaire. Et d'autre part, se souvenir qu'aujourd'hui, il y a une intervention possible pour prévenir ces AVC récidivants chez les patients porteurs d'un foramen ovale perméable, à la condition donc d'une fermeture. Et donc, du coup, il faut que le diagnostic soit un diagnostic de certitude. Avant une procédure interventionnelle, la méthode de référence est l'échographie œsophagienne avec épreuve de contraste pour deux raisons. D'abord parce que l'échographie œsophagienne démembre les sources cardiaques d'embolie, autres que la pathologie du septum interauriculaire, et ensuite parce que ça va permettre d'avoir le diagnostic de certitude lorsqu'on aura le passage plus ou moins massif, au-delà de 20 ou 30 microbules, au travers de la cloison et en particulier de la région du foramen ovale perméable, qui donc est perméable. Et donc en amont, l'échographie transthoracique permet donc de sélectionner les patients au travers d'une épreuve de contraste qui est faite chez le patient pendant l'échographie transthoracique, mais la rentabilité est moindre que l'échographie œsophagienne qui est la méthode de référence. Et entre les deux, il y a le Doppler transcrânien qui pose un problème qui est qu'il n'y a pas de visibilité de la cloison interauriculaire, mais qui a une sensibilité probablement supérieure à l'échographie transthoracique. Donc retenez la recommandation européenne, échotransœso systématique avec épreuve de contraste avant une procédure, et en amont pour le screening, ETT et ou échographie de contraste avec l'utilisation du transcrânien. Entendu, donc on a compris comment bien regarder ce septum interauriculaire, comment bien l'étudier. Aujourd'hui, dans la littérature, dans notre pratique, quels sont les signes, les arguments sur ces anomalies du septum qui vont nous permettre de prédire un risque d'AVC et peut-être déboucher sur ces fameuses thérapeutiques que vous évoquez? Alors il y a aujourd'hui 7 études qui ont été publiées, 3 anciennes, 4 récentes, qui apportent des résultats différents, puisque dans les 3 premières études, pour des raisons probablement méthodologiques, il n'y avait pas de démonstration du bénéfice de la fermeture de la cloison interauriculaire en cas de foramen ovale perméable. Et dans les 4 études qui ont suivi, la réponse était plutôt oui. Donc ça veut dire que méthodologiquement, il y a eu des différences. Alors parmi ces différences que l'on peut mettre en avant, il y a un certain nombre d'anomalies qui permettent de caractériser ce qu'on peut appeler un foramen ovale perméable à risque. Il y a donc la présence d'un anévrisme du septum interauriculaire, caractérisé donc par une excursion de plus de 10 mm de cette cloison. 2, il y a le caractère plus ou moins massif du passage des microcavitations. Tout le monde ici comprend que plus le nombre de bulles passe au travers d'une cloison, plus le risque de thrombus, donc avec une migration paradoxale, devient prévalent, avec un risque donc de migration. Donc au-delà de 30 microcavitations, il n'y a pas de discussion dans la littérature. Ensuite, les autres anomalies qui ont été décrites sont assez secondaires. La taille du défect, par exemple, l'épaisseur du septum, sa mobilité. Bien sûr, on peut trouver des études cas témoins qui démontrent la différence entre les deux. Et un dernier point que je pense qu'il faut mettre en avant, c'est est-ce qu'il faut rechercher l'embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse qui aurait pu donc être à l'origine de la thrombose cavitaire droite avec le passage au travers de la cloison vers les cavités gauches? Bien, la réponse est non, parce que même si dans la littérature on aimerait bien démontrer la trace donc de la thrombose à droite pour qu'on la retrouve à gauche, en fait c'est assez anecdotique. Et un dernier point qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a été montré qu'il y avait un lien entre l'anomalie de la cloison et la présence d'une vulnérabilité atriale accrue, donc prédisposant les patients à un risque de trouble du rythme auriculaire. Or, comme par hasard, dans 5% des cas, au décours d'une fermeture percutanée de la cloison, il y a de la fibrillation atriale. Donc attention à cette anomalie quand même très prévalente, qui est la source cardio-embolique principale, la fibrillation atriale. Peut-être qu'il y a des liens avec la cloison. Et attention au décours de la fermeture, peut-être qu'on a besoin de poursuivre le traitement anticoagulant, en particulier chez les patients qui ont eu un épisode de FA dit transitoire,
mais jusqu'à la preuve du contraire, on ne peut pas l'appeler transitoire avant d'avoir un suivi. Très intéressant en effet. Merci beaucoup pour tous ces détails, toutes ces Avec précisions. plaisir Théo.